La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Bonjour Frédéric. Bonjour Ludovic. Comment allez-vous ? Très bien, et vous ? De quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Je vais très bien, mais je suis très impatient de savoir ce dont nous allons évoquer. Aujourd'hui, Ludovic, on va explorer le monde de l'immobilier. Ah. D'ailleurs, est-ce que vous êtes propriétaire de votre logement principal ? Ma foi, pas encore, mais on y travaille. Très bien. Alors, une manière d'être propriétaire immobilier, en tout cas de manière indirecte, c'est d'acheter une part de fonds de placement, comme par exemple le fonds Solvalor 61. C'est un des plus anciens sur le marché suisse. Il est coté à la bourse. On peut facilement acheter et vendre une part. Il est désormais géré par Realstone, une entreprise dirigée justement par notre invité. Et oui, aujourd'hui nous allons recevoir Monsieur Julien Raymond, le CEO de Realstone. Julien Raymond, bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Merci à vous d'avoir accepté de venir ici au micro de Carac. Alors bien sûr, cette émission B2B, vous la connaissez, on parle des dirigeants, on parle aux dirigeants, aux entrepreneurs également, mais on parle bien sûr de leur entreprise, de leur activité professionnelle, mais aussi d'eux-mêmes. Pour ma part, c'est sur ce sujet-là que je vais vous cuisiner, si vous me le permettez. Bien sûr. Pour commencer, j'aimerais que vous puissiez nous raconter en quelques mots votre parcours et vos origines, si vous le voulez bien. Volontiers. Avec plaisir. En fait, quand j'étais plus jeune, je me suis dit, j'aimerais bien pouvoir changer le monde, construire le monde de demain. Et c'est pour ça que j'ai mis en place des études scientifiques, donc physique, maths, jusqu'au gymnase, pour pouvoir justement avoir une carrière d'ingénieur. Et puis, je me suis vite rendu compte, mis à l'évidence que la partie ingénierie, c'était très micro. Et puis, je souhaitais faire quelque chose d'un peu plus macro. Et puis, en lien aussi avec la finance. Ce qui fait que dans mon choix ultime pour partir à l'université, j'ai préféré choisir HEC. Donc là, l'économie, le droit, pour pouvoir rentrer un jour dans la finance, vraiment un métier qui me plaisait à ce moment-là. Quand je suis arrivé au terme de mon cursus universitaire, on m'a dit assez vite, si tu veux dans la finance, fais un passage par une boîte de consulting. Tu verras, c'est chouette, ça va te donner une vision globale du monde de l'économie et de la finance. Donc vas-y, essaye, et puis après, pars dans la finance. Ce que j'ai fait, et puis en fait, ça m'a plu, puisque je suis resté 8 ans dans une boîte de consulting lausannoise. Et ensuite de cela, ça m'a appris énormément de choses, d'avoir cette vision justement globale sur la finance bancaire essentiellement. J'ai fait de l'audit bancaire pendant 8 ans. Et puis ça m'a amené à comprendre quelle était la méthodologie de travail. Comment être rigoureux, comment avoir un esprit critique, être engagé. C'est clair que j'ai beaucoup travaillé dans ces périodes-là. Et puis être proactif, surtout être un moteur dans ce domaine. Et puis suite à cela, par hasard, je suis rentré dans le domaine de l'immobilier. Mais j'ai envie de dire, c'est assez marrant parce que quand j'étais petit, à l'âge d'une douzaine d'années, déjà ma grand-mère me donnait des jobs d'aller gérer en fait le jardin. Elle avait un immeuble en fait à côté de chez elle qu'elle détenait. Elle me disait toujours va t'occuper du jardin. Et j'ai gagné mes premières payes avec ça, si vous voulez. Ensuite, je faisais même des rafraîchissements, donc je rénovais en fait les appartements avec la peinture. Donc c'est assez sympa de se rendre compte que en fait mon inconscient m'a un peu guidé. Et puis je me suis retrouvé dans l'immobilier. En fait, c'est un mix entre la finance et l'immobilier. C'est ça qui est assez sympa. Et franchement, c'est assez chouette parce que moi, quand je vais voir mes clients, je peux leur dire venez visiter en fait les immeubles qu'on a construits. Donc c'est du concret et c'est ça que j'adore. Vraiment très intéressant, merci beaucoup pour ce partage. J'ai envie de dire que la graine n'est pas tombée très loin de l'arbre qui l'a fait pousser finalement. Exactement. Dans vos dernières citations, j'ai trouvé un article du Temps où vous disiez qu'atteindre la neutralité carbone dans l'immobilier d'ici à 2050 paraît peu réaliste. Alors justement, j'aimerais m'intéresser un peu au caractère écolo, puis à votre caractère écolo.
Est-ce que vous recherchez vous-même la neutralité carbone dans votre vie personnelle? Et puis, si oui, le cas échéant, comment faites-vous? Alors, j'essaye, mais il faut savoir que c'est compliqué aujourd'hui. On vit dans un monde où, justement, comme je l'ai évoqué plusieurs fois, la neutralité carbone est très difficile à aller chercher aujourd'hui. Donc oui, j'essaye de prendre les transports publics. Moi, quand je me déplace dans des grandes villes, Genève, Zurich, Berne, je prends toujours le train, donc très clairement. Par contre, voilà, si on doit se déplacer dans une zone un peu plus reculée, malheureusement, je ne vais pas pouvoir prendre le train, quoi. Donc oui, je fais une certaine attention. Maintenant, je ne peux pas toujours l'appliquer. Et chez vous, dans votre quotidien, quels sont les autres grands points au-delà de la mobilité? Le recyclage, le tri? Alors, clairement, le recyclage, je fais hyper attention à trier tous mes déchets. Après, en Suisse, on est assez bien lotis. Oui. Aussi, il faut le dire, par rapport au reste du monde, où en fait, on nous oblige déjà à trier beaucoup de choses. Puis après, certaines communes vous obligent encore plus. Moi, j'ai la chance d'être dans une commune où on nous oblige à trier vraiment de manière très détaillée. Donc moi, je me rends quasiment chaque week-end pour faire le tri de mes déchets. Et au niveau de l'immobilier, je suppose que vous connaissez d'autres pays sur notre planète. Vous trouvez qu'on est bien loti aussi en immobilier en Suisse? Oui, on est bien lotis parce qu'on nous oblige aussi à construire et à rénover avec des exigences d'efficience énergétique, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Si je prends les pays en développement, on n'est pas du tout là. Donc oui, maintenant, je pense qu'on peut faire encore plus d'efforts. Un des problèmes, honnêtement, c'est les moyens qu'il faut mettre. Aujourd'hui, quand on vous demande, si je prends la loi sur l'énergie, le projet de loi sur l'énergie vaudoise, qui vous demande de rénover en fait des immeubles dans les 10 à 15 prochaines années, avec une catégorie, on va dire, CECB qui est mauvaise entre F et G, ça vous demande énormément d'investissement. Et ça, on se demande aujourd'hui qui va pouvoir payer ça. Parce qu'on parle de milliards par année et pas d'une dizaine de francs, quoi. Forcément, donc la question du coût pour pouvoir entamer cette transition énergétique, climatique, est importante. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler un peu plus en avant. Concernant la dérive climatique, la chute de la biodiversité, vous qui êtes dans l'immobilier, c'est quelque chose d'important parce qu'on fait de la pierre, on change l'environnement. Qu'est-ce que vous en pensez? Aujourd'hui, on est dans une planète où on dit que une personne sur 3 est encore climato-sceptique. Dans certains pays comme les États-Unis, on dit même qu'une personne sur 2 serait climato-sceptique. Vous en pensez quoi? Quel est votre positionnement personnel et dans vos équipes au quotidien? Comment vous apportez un message autour de ça? On ne peut pas être aujourd'hui climato-sceptique. On le voit bien, les effets de ce réchauffement climatique. On le voit, c'est de plus en plus extrême, des chaleurs extrêmes, des froids extrêmes, des tempêtes extrêmes. On en a encore eu la preuve cet été dans le Valais. Des crues, exactement. Donc, je pense que là, c'est clair pour tout le monde. Mais il reste le problème de comment agir, et qui va agir. Et aujourd'hui, je suis au regret de voir que personne ne veut agir, quoi. Alors nous, on a pris la décision, on va en discuter, j'espère, au sein de Railstone, de mettre en place des mesures. Comment agir? On enregistre l'émission quelques semaines avant la COP 29 sur le climat qui tiendra à Bakou en Azerbaïdjan. Ce type de réunion, pour vous, c'est important, ou vous exprimez plutôt une frustration quand elles se tiennent face aux déclarations qui sont parfois un petit peu molles? Elles sont importantes. Après, peut-être que parfois elles sont aussi trop idéalistes et on oublie le comment. Moi, c'est ce que je peux reprocher aujourd'hui à toutes ces lois qui se mettent en place ou ces projets de loi. Elles sont top parce qu'on se donne un objectif. Par contre, j'ai l'impression qu'on ne se donne pas les moyens, on ne réfléchit pas au comment. Où est-ce qu'on pourrait aller chercher ces moyens? On est en période d'économie, dit la Confédération en tout cas, et les cantons romands ne sont pas tous avec un excédent budgétaire et donc beaucoup de ressources. Où est-ce qu'on peut trouver ces moyens? La transition énergétique, pour moi, elle doit se faire avec tous les stakeholders de l'immobilier. Partie prenante. Ouais, exactement. Ça veut dire qu'il y a forcément le propriétaire, on est bien d'accord. Il y a les locataires et puis il y a la communauté. Donc on est trois grandes parties prenantes qui doivent en fait se tenir la main pour y arriver. Bien sûr, dans le débat public, il y a parfois des voix qui s'élèvent qui disent que construire, de toute façon, c'est non écologique. Qu'est-ce que vous aurez envie de répondre à ces voix-là? Est-ce que vous les entendez? Et puis, est-ce que vous auriez quelque chose à leur répondre? Alors, je dirais, aujourd'hui, oui, c'est difficile de construire avec zéro carbone émission à la fin.
mais il y a des moyens de le faire. Vous pouvez construire avec du béton qui a été décarboné. On injecte en fait du carbone dans le béton pour compenser. On peut construire en bois. Voilà, il y a plusieurs façons d'y arriver. Mais c'est clair que ce n'est pas forcément les façons les plus, on va dire, les moins chères. Et puis c'est ça le problème. Le recyclage dont on parlait tout à l'heure, est-ce que ça existe dans cette industrie ? Ça existe. Nous, on a essayé de le faire avec Reelstone. En détruisant un immeuble, on a essayé de remettre en vente des parties de cuisine, de lavabo, de toilettes, de douches ou de parquet même, qu'on avait enlevé soigneusement. Et puis on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de marché, déjà. Donc c'est très difficile de trouver une contrepartie qui va vous racheter en fait ces éléments recyclés. Et puis et après, quand quelqu'un vous dit « ouais, moi je suis intéressé », il y a le problème du stockage. Où est-ce que je peux stocker ça ? Parce que je ne vais pas l'utiliser tout de suite. Et puis on se rend compte à la fin de nouveau que ça a un certain coût et c'est souvent aussi cher, voire même plus cher, de faire comme ça, donc de recycler. Il y a encore beaucoup de choses, je pense, qu'on pourrait évoquer concernant l'écologie, notamment dans ce corps de métier qui est passionnant et qui est fondateur dans notre société, évidemment, parce que c'est là où on vit. Mais j'aimerais qu'on passe maintenant au sport avec une nouvelle passion que vous avez. Absolument. Le trail. Exactement. C'est-à-dire ? Ça m'a pris il y a à peu près une année. Je faisais beaucoup de courses à pied, donc sur route, depuis 5-6 ans, avec des envies de battre des temps sur 10 km. Voilà, exact. Donc j'ai fait moins de 40 minutes sur un 10 km, par exemple. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais il y en a marre de voir des voitures, de sentir ces gaz d'échappement, etc. Et donc, je vais aller prendre l'air en montagne. Et puis j'ai commencé à faire une première course en montagne l'année passée. Et je me suis rendu compte que c'était génial parce que tu peux découvrir la nature et puis sentir toutes les essences même du bois, de la montagne, des fleurs de montagne. Enfin, c'est incroyable. Puis voir des paysages magnifiques. Et puis, du coup, fin d'année passée, je me suis dit, OK, je vais me fixer l'objectif de faire Sierzinal cette année 2024. Et c'est ce que j'ai fait. Sierzinal, il y a eu d'autres trails. On peut voir sur Internet, vous avez fait au moins 3 trails cet été, notamment à Gruyère-Charmey. Je ne vais pas donner tous vos scores, qui étaient quand même pas si mauvais, mais moi, je me posais la question, comment on trouve le temps de s'entraîner? Parce que c'est des trails qui sont exigeants. Les distances, c'est 20-25 km, mais c'est beaucoup de dénivelé, donc c'est pas du plat. Quand on est dirigeant d'entreprise comme vous, comment est-ce qu'on fait pour libérer un moment pour quand même s'entraîner? On se fixe un planning, c'est comme tout, c'est comme gérer une entreprise. Il faut fixer une planification. Donc moi j'ai fixé une planification sur 3 mois. Je me suis entraîné effectivement en dégageant du temps sur mes parties libres, donc plutôt tôt le matin, entre midi et 2, et puis le soir. Tôt le matin, c'est quelle heure? À partir de 5 heures. Ah, c'est tôt. Voilà. J'avais dire, il y a une petite ironie, évidemment, un constructeur du bâti qui fuit le bâti pour aller dans la nature. Mais bien que ce soit un peu un peu nouveau pour vous, les exigences qu'il y a dans ce sport, dans cette pratique, la montagne, bien sûr, donc les dangers qui vont avec, le dépassement de soi, le travail souvent, ce sont de longues distances. Est-ce que vous avez le sentiment que cela est en train aussi de modifier votre regard sur votre propre travail ? Oui, ça vous apprend en fait à prendre beaucoup de recul. Donc ça, je pense que c'est important. Ça vous apprend à faire attention à la nature, on est bien d'accord. Ça, c'est clair. Mais ça, c'était déjà ancré en moi, me semble-t-il. Donc j'ai juste envie de dire, c'est se mettre en fait des objectifs, essayer de les dépasser. C'est un peu se mettre en condition, comme dans une entreprise, de se dire, OK, je vais aller chercher cet objectif qui est très élevé. Et puis, il faut que je trouve les moyens d'y arriver. Et c'est ça, moi, que j'essaie de chercher, si vous voulez. C'est cet objectif-là, de surperformer. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions avec beaucoup de plaisir pour nous, qui nous auront permis de mieux vous connaître. Je pense que maintenant, la transition est toute faite pour qu'on puisse parler de Reelstone. Julien Raymond, dans cette deuxième partie, on va parler de Reelstone. On va aussi parler de la pénurie de logements qui est très vive en Suisse et en Suisse romande en particulier. Mais avant, quelques mots sur Reelstone. Vous y êtes depuis presque 4 ans directeur en poste, directeur général. Reelstone, c'est à peu près 4,5 milliards de francs d'actifs immobiliers en Suisse romande, en Suisse alémanique, surtout du résidentiel, même si vous êtes lancé récemment dans l'industriel et l'artisanat, on y reviendra peut-être. Et comme je le disais en introduction, des fonds cotés, j'ai parlé de Solvalor 61, mais il y a aussi Reelstone RSF, donc on peut librement acheter, qui sont des produits, et d'autres produits qui sont réservés aux caisses de pension. Reelstone, c'est une grosse quarantaine d'employés.
Et c'est toujours dans les mains du fondateur, Esteban Garcia, donc un truc un peu familial quelque part. Et en début d'année, la mi-année, pardon, vous avez bouclé une augmentation de capital de 170 millions de francs. Qui a souscrit et qu'est-ce que vous en avez fait? Alors, qui a souscrit? Nos investisseurs historiques. Donc, ce sont essentiellement des privés sur ce fonds. Il faut savoir que pour ce type de fonds, ce qui est intéressant pour un privé, c'est l'exonération fiscale du dividende et puis de la valeur fiscale qui est égale à 0. Donc, il y a une belle optimisation fiscale. Et puis, qu'est-ce que nous avons fait de ces 170 millions? Nous avions trouvé en fait 2 actifs très intéressants début d'année 2024 que nous avons achetés hors marché pour un peu plus de 160 millions. Et puis, c'est ça que nous avons acheté en fait. Où se trouvent ces actifs? À Nyon et Yverdon. De nouveau du résidentiel? Du résidentiel, et on les a achetés à des rendements bruts qui étaient pour nous très intéressants. Donc 4,7% de rendement brut à Nyon, et puis 5,6% à Yverdon. Donc des choses qu'on ne voyait plus tellement sur les 10 dernières années, des rendements bruts comme ça. Pourquoi est-ce qu'on ne les voyait plus? C'était à cause de l'environnement de taux d'intérêt? Exactement. Avec la baisse des taux, clairement, on a eu une inflation sur les prix de l'immobilier. On l'a vu. À Genève, on a vu des opérations qui sont parties à 2% dans le résidentiel. Nous, clairement, on ne pouvait plus y participer. C'était impossible pour nous. Et c'est vrai que Parce qu'à 2%, on ne s'y retrouve pas. Du tout. Il faut quand même investir, il faut entretenir. Effectivement, il faut entretenir, il faut payer les impôts, il faut payer les charges de nos collaborateurs. Donc à la fin, effectivement, on n'arrive plus à distribuer un dividende, on va dire, intéressant pour nos investisseurs. Là, les taux ont de nouveau baissé. Je ne sais pas jusqu'où ils iront. La Banque nationale laisse entendre que ça pourrait encore baisser en décembre. Peut-être de nouveau l'année prochaine, on est à 1%. Là, on va aller jusqu'où? Et quel impact ça va avoir? Je pense, aujourd'hui, alors si on va regarder l'avis des analystes, on descend encore jusqu'à 0,5. Donc ça fait encore beaucoup. C'est un peu dommage parce que nous, on aurait apprécié que ça reste un peu plus longtemps élevé et puis qu'on voie des belles opérations encore à venir. Maintenant, ce qu'on voit vraiment sur les marchés, c'est quand même, ça dépend des zones en fait, géographiques. Parce qu'il y a des zones géographiques qui avaient beaucoup progressé ces 10 dernières années et d'autres moins. Et du coup, elles ont beaucoup baissé aussi avec la hausse des taux. Et le yo-yo est du coup en fonction des zones plus ou moins grand, on va dire. Mais la tendance que je peux voir et que je peux confirmer aujourd'hui, c'est que tous ces immeubles avec des challenges de transition énergétique, eux, ils restent quand même avec des prix qui restent raisonnables. Si on a la capacité, la compétence, l'expérience de pouvoir relever ce défi. Je reviens dans un instant sur cette transition énergétique. Juste avant, vous avez évoqué les rendements. J'ai indiqué aussi que certains de vos fonds sont cotés en bourse, donc on peut librement les acheter, les vendre. Évidemment, il y a un rendement boursier aussi qu'on peut observer. Je regardais sur les 5 dernières années. Je prends un peu le temps long parce que l'immobilier, c'est pas du trading à haute fréquence. Sur les 5 dernières années, la foncière, c'est plus 17%. Solvalor 61, c'était plus 10%. Comment est-ce qu'on explique un tel écart? On peut l'expliquer en fait avec différents achats que nous on a fait, notamment ces fameux 170 millions qu'on a levés aussi et qui impliquent une petite dégradation du prix le moment où on fait l'année où on fait cette augmentation de capital. Mais si vous prenez sur 10 ans ou 15 ans, vous verrez qu'en fait la création de valeur elle est identique sur les différents fonds. Vous évoquez donc la transition énergétique. Quel est aujourd'hui le pourcentage de votre parc immobilier qui est propre, on va dire, ou qui a une bonne note, et l'autre, les passoires thermiques, les notes F et G que vous évoquiez tout à l'heure? Alors ça va dépendre en fait de la solution d'investissement. Si je prends par exemple Solvalor 61, on a à peu près une trentaine de % qui est aux énergies renouvelables. Si je prends le fonds Realstone, on a déjà plus de 50%. Donc ça va dépendre de ça et de notre de nos critères d'investissement qu'on a. Et par rapport il y a 4-5 ans en arrière, ça a beaucoup changé? Oui, ça change beaucoup parce que sur tous nos fonds, on applique une politique de transition énergétique. Ce qui veut dire qu'on va rénover nos immeubles. Donc les enveloppes. Vous trouvez où l'argent? Vous évoquiez tout à l'heure en première partie que il fallait des moyens. Absolument. Alors les moyens, ils sont assez rudimentaires aujourd'hui parce qu'on compte sur les subventions. Donc c'est à peu près, sur l'histoire en fait de nos fonds, on voit que c'est à peu près 10% des frais de rénovation. Donc c'est rien, pour ainsi dire. Par contre, nous, ce qu'on fait pour pouvoir faire croître en fait nos cash flows sur le long terme, on va densifier nos parcs immobiliers. Donc on va surélever. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va planifier une surélévation en même temps qu'une rénovation. Et ça va
annihiler en fait cette on va dire, dissolution de la valeur en fait le moment où on fait la rénovation. Aujourd'hui, il manque des investisseurs dans le monde du bâti qui auraient besoin de transition énergétique, écologique. Je pense que tout le monde aujourd'hui est conscient de ça, en tout cas je l'espère. Maintenant, oui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a encore très peu d'investisseurs qui prennent le taureau par les cornes et puis qui avancent avec cette transition, tout simplement parce que ça érode les rendements. Et moi, j'ai encore l'exemple d'une banque qui investit dans le domaine immobilier, qui m'a dit récemment, voilà, j'ai pas envie que vous fassiez cette transition parce que ça va dissoudre nos rendements. Donc il y a un frein donc d'un point de vue financier pour aujourd'hui, accélérer. C'est un vrai frein financier, effectivement, et c'est le seul. On le sait, aujourd'hui, c'est l'argent qui parle encore, malheureusement. Mais est-ce que c'est pas juste un problème d'actualisation? Parce qu'on sait qu'à terme, si on le fait pas, les bâtiments vont aussi perdre de la valeur. Je partage cette opinion. Quand je discute avec les caisses de pension, qui sont des investisseurs à très long terme, elles font la transition énergétique. Donc elles ont compris qu'il fallait être un acteur responsable et faire ce travail. Comme d'ailleurs on le fait nous. Je l'ai dit, je voudrais vous entendre aussi sur la pénurie de logements. Je vais vous donner quelques éléments. Peut-être que vous me direz si vous êtes d'accord, mais au sein du baromètre des préoccupations des Suisses de cette année, le coût du logement est arrivé presque en deuxième, derrière les primes maladie. Le taux de vacances en Suisse, il est d'environ 1%. Selon les estimations du Centre d'information sur l'immobilier, le CIFI, il faudrait construire 60 000 logements par année. L'an dernier, on a construit à peu près 36 000 entités. On est loin donc du compte. Vous partagez ce constat? On a vraiment une très sévère pénurie? Oui, dans les centres urbains, c'est très clair. Nous, aujourd'hui, on le voit. On a les loyers qui montent depuis maintenant 3 ans. On voit aussi la vacance des logements qui fait que de baisser. On atteint des plus bas. On le voit à Genève avec des 0,2. Donc c'est vraiment très très bas. Donc c'est catastrophique, j'ai envie de dire. Il faudrait qu'on puisse construire plus. Mais il faudrait qu'on puisse construire plus. Et aujourd'hui, est-ce qu'on se donne les moyens de pouvoir construire plus? J'ai pas l'impression, honnêtement. Quand on dit qu'il faut densifier les centres urbains, aujourd'hui, les villes, j'ai pas l'impression qu'elles essayent de densifier leur centre. Il y a beaucoup de freins, des oppositions chicanières, des associations de protection du patrimoine, etc., qui s'opposent à cette densification. Et puis, on a le voisin lambda qui ne veut pas qu'on construise une tour devant chez lui, ou bien une tour, je peux comprendre, mais qui ne veut pas qu'on ajoute 1 ou 2 étages devant chez lui, quoi. Voilà. Donc, c'est ça le problème. Alors, à l'opposé de ces freins, selon vous, quels sont les leviers d'action prioritaires qui devraient être mis en place pour répondre à cette crise? C'est politique? C'est politique. Aujourd'hui, on parle de transition énergétique. Moi, je me dis, OK, on veut motiver, on veut incentiver, on va essayer d'incentiver en fait les propriétaires qui font leur job. Donnons-leur les moyens et puis peut-être des bonus de densification, etc. Donc ça, c'est peut-être une piste pour moi qui permettrait, en même temps qu'on fait la transition énergétique, de densifier les centres urbains. Donc une incitation, c'est pour vous une incitation fiscale essentiellement, ou c'est autre chose? L'incitation, alors pour moi, c'est déjà qu'on donne plus de mètres carrés pour densifier. Donc c'est vraiment qu'on puisse surélever plus ou construire plus une parcelle dans les centres. Et puis fiscalement, on pourrait aussi avoir ça, oui, effectivement. On le sait, aujourd'hui à Genève, quand vous obtenez un certificat d'efficience énergétique, donc THPE, très haute efficience énergétique, vous obtenez une exonération de l'impôt foncier sur 20 ans. Ça, pour moi, c'est un bon exemple. Parce que, comme je disais avant, à peu près, les subventions représentent 10% du coût de rénovation. Quand on ajoute cette exemption, on arrive en 30 et 40%. Donc ça fait déjà une belle différence. Donc ça, pour moi, en Suisse, c'est un super exemple auquel les cantons devraient songer. Un concept qui s'appelle la permaculture, c'est très loin de l'immobilier, de la construction, mais vous connaissez? Oui, on en fait sur un site à Sion. On a voulu absolument en fait, mettre en place pour nos locataires la possibilité de cultiver et d'avoir en fait, des fruits et légumes sur une année qui correspond plus ou moins à ce qu'ils consomment sur une année. Après, on s'est assez vite rendu compte que c'était compliqué à mettre en place parce que les locataires ne voulaient pas s'en occuper à la fin. Mais bon, on est quand même allé de l'avant avec ce concept. On a engagé un maraîcher qui cultive ces sols pour nous et pour les locataires, et puis qui leur donne à peu près 80% de leur consommation sur une année. Donc c'est assez chouette. C'est pas mal, énorme.
Dernière question, vous parliez tout à l'heure d'incitation pour la construction. On votera au mois de novembre sur une réforme du droit du bail. Ça vise à renforcer les pouvoirs des propriétaires, notamment pour empêcher les sous-locations abusives. Il y a un grand débat sur ce sujet. Mais j'ai deux questions pour vous. Est-ce que vous pensez que ce genre de mesure peut avoir un impact? Et puis, vous êtes plutôt en faveur ou en défaveur? Moi, je dirais celle qui m'intéresse le plus, c'est sur la sous-location. La sous-location, clairement, elle a un impact pour nous. Aujourd'hui, je trouve pas normal qu'un sous-locataire prenne les bénéfices alors qu'il n'a pas les engagements de mise en conformité, de Parce qu'il va transition sous-louer énergétique. plus cher que ce qu'il ne voulait. Exactement. Il y en a beaucoup à faire comme ça? Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et puis, On a besoin de réglementer pour que ça cesse? On ne peut pas le faire. Vous pourriez le faire directement, non? oui, mais ça nécessite un travail aussi assez important. Il faut les regarder sur la boîte aux lettres, vérifier quel est le nom, vérifier quel est le nom qu'on a dans le bail. Voilà, c'est un travail assez fastidieux. Par contre, si on solidifie les bases de ce contrat, finalement, ça permettra de les éviter, en tout cas celles qui sont les plus pénalisantes pour nous, quoi. Donc vous voterez oui. Donc moi, je voterai oui Ça pour vaut ce sujet-là. Oui. Merci Julien Raymond. Merci beaucoup, Julien Raymond. On a presque terminé notre émission. On va vous garder pour la surprise que nos téléspectateurs attendent et apprécient maintenant. Merci beaucoup, Frédéric. Merci Ludovic. On se retrouve la semaine prochaine, Absolument. évidemment. J'aimerais être un gérant d'un bar au fin fond d'une île au chaud, au bord de la mer. Voilà. Soyez entreprenant, proactif. Et ça devrait jouer. J'aime bien Warren Buffett, tout simplement par sa philosophie d'investissement qui reste méga simple. La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel.